L'accord de pêche de l'Union européenne avec la République du Sénégal a pris fin le 17 novembre. Le nouveau gouvernement Faye Sonko a décidé d'abandonner ce protocole dans le cadre d'une politique de réappropriation des ressources du pays. Pouvez-vous commenter cette nouvelle et nous expliquer quelles sont les implications de cette décision pour les pêcheurs sénégalais qui ont subi pendant de nombreuses années une véritable spoliation de leur eau territoriale? Le Sénégal a décidé de mettre un terme aux accords de partenariat de pêche qui permettaient à l'Union européenne, depuis 2014, d'être présente avec, dans un premier temps, 38 bateaux et ensuite 45 bateaux dans la zone économique exclusive du Sénégal. Ces accords signés donnaient à l'Union européenne le droit de pêcher chaque année 10 000 tonnes de thon et 3 000 tonnes de merlu à titre expérimental. Mais par ailleurs, ces accords aussi permettaient des prises accessoires de 5% de crustacés, 15% de céphalopodes et 20% pour toutes les autres espèces démersales. Voilà donc en somme des accords qui ont conduit à concurrencer dangereusement la pêche artisanale au Sénégal. Parce que le Sénégal, comme on le sait, est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 718 km de côte, qui a des communautés de pêcheurs installées le long des 718 km de côte. Ces pêcheurs pratiquent la pêche d'une manière artisanale, une pêche de subsistance qui ne porte pas préjudice au renouvellement des stocks, avec 23 000 embarcations qui sont de petites pirogues. Et cette pêche assure aux Sénégalais plus de 70% des protéines animales dont elles ont besoin. Mais également fait travailler environ 2 millions de Sénégalais sur les 18 millions. Donc, c'est depuis 2014 que les pêcheurs, ayant senti cette concurrence dangereuse, ont commencé à lever la voix, à se mobiliser, à se battre contre cette décision de Macky Sall. Parce qu'avant cette décision, temps d'Abdoulaye Wade, en 2010, 2011 jusqu'en 2012, il y avait 11 bateaux russes qui pêchaient ici les sardinelles. Mais les pêcheurs sénégalais se sont battus contre la présence de ces bateaux russes. Macky Sall s'était engagé à faire partir les bateaux russes. Effectivement, quand il a pris le pouvoir en 2012, il les a fait partir, mais il a vite fait de les remplacer par des bateaux européens. Ce que nous n'avons pas compris. Parce que pour le pêcheur qui n'est ni pro-russe, ni pro-européen, ni pro-américain, le pêcheur, il est pro-océan. Il vit de l'océan, c'est l'océan qui le fait vivre. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que ses ressources soient préservées. Malheureusement, ce n'était pas le cas avec Macky Sall. Aujourd'hui, qu'on a mis un terme, mais c'est la grande satisfaction le long des 718 km de côte. Toutes les populations sont très enchantées et sont disposées à envisager l'avenir autrement. Nous pensons que cette campagne de pêche que nous amorçons actuellement sera de loin meilleure que les 10 années que nous avons vécues. Ce sont ces 10 ans qui ont poussé nos enfants sur la rue des îles Canaries. Ce sont ces 10 ans qui ont fait que nos enfants ont abandonné le métier que leur père leur avait légué pour aller devenir en Espagne des ouvriers agricoles. Et ça, c'est dégradant pour le pêcheur. Nous n'en voulons pas. Nous voulons que cela cesse. Pensez-vous que cette décision va réduire le risque pour les pêcheurs artisanaux qui ne seront plus obligés de faire de longs et dangereux voyages pour atteindre les eaux de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée-Bissau? Bon, c'est vrai que les Sénégalais vont toujours continuer à aller en Mauritanie. Ils vont aller en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, ils vont aller en Gambie. Pourquoi? Parce que le Sénégal est un grand pays de pêcheurs. Le Sénégal est un grand pays de pêcheurs. Puis, donc, nos voisins du nord comme du sud, c'est des pays où il y a du poisson, mais ce n'est pas des pays de pêcheurs. Ce n'est pas des pays de pêcheurs, c'est très différent. Donc, nous, la ressource que nous avons ne nous suffit pas. Nous sommes obligés d'aller chercher dans les pays voisins. C'est pourquoi je dis toujours que les accords de pêche avec l'Union européenne
violer la Convention internationale sur le droit de la mer, qui dit qu'un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de vendre ses ressources. Nous n'avons pas d'excédent, nous n'avons jamais eu d'excédent. Donc quand on signe des accords et qu'on spécifie dans ces accords que ces accords sont signés sur les excédents de thon et de merlu, ça devient de la pêche NN. Ça devient de la pêche NN. C'est très loin de la vérité. Nous allons continuer, malgré la fin de ces accords. La Mauritanie nous accorde chaque année 500 licences pour aller pêcher dans ces eaux 50 000 tonnes de pélagique. Nous allons continuer à demander ces licences-là. Nous achetons des licences en Guinée-Bissau. Nous allons continuer à aller acheter des licences en Guinée-Bissau. Parce que c'est notre flotte qui est ici. C'est la population de pêcheurs que nous avons qui est ici. Nous sommes obligés d'aller dans les pays voisins chercher du poisson. C'est pourquoi nous ne pouvons pas donner notre stock. À Saint-Louis, où vous vivez, l'impact du changement climatique a déjà provoqué des milliers de réfugiés et chaque année, selon certains rapports, environ 5 mètres de côte disparaissent. La barrière naturelle de la langue de Barbarie est habitée par 80 000 personnes. Ils sont pêcheurs depuis des siècles. Quelle est la situation ces dernières années? Effectivement, la langue de Barbarie est peuplée par des communautés de pêcheurs. Dans la langue de Barbarie, nous sommes obligés de nous aboutir parce que pour nous, le changement climatique, même s'il a pris de l'ampleur, le changement climatique n'est pas un phénomène nouveau. Déjà pendant la colonisation, dans les années 27-28, donc le gouvernement français a été obligé d'ériger un mur de protection pour la langue de Barbarie. Ce mur de protection a tenu jusque dans les années 67-68. Et en 68, le gouvernement du Sénégal a fait un autre mur pour renforcer la protection de la langue de Barbarie. Aujourd'hui, il y a encore d'autres expériences. Mais fort heureusement que l'avancée de la mer, elle est périodique. Elle est périodique. Et après de forts assauts que nous subissons, heureusement qu'il y a une accalmie. Et pendant cette accalmie-là, la mer recule. Aujourd'hui, quand vous venez à Saint-Louis, la mer a reculé sur près de 200 mètres. La mer a reculé sur près de 200 mètres. Donc, pour les populations qui sont au bord de la mer, c'est comme s'il n'y a jamais eu de problème d'érosion côtière. C'est comme s'il n'y a jamais eu de problème de conséquences de l'érosion côtière. Et ça va continuer, ça va attendre encore quelques années encore avant que la mer ne revienne. Nous venons de rentrer des îles Canaries et nous avons appris d'une forte présence de personnes venant du Sénégal et affrontant un long et dangereux voyage en mer pour atteindre ces îles espagnoles. Quelles sont les principales raisons qui poussent les gens à se déplacer? L'abandon de la pêche pour aller vers les îles Canaries n'a qu'une seule raison, c'est une raison économique. C'est une raison économique. Et qu'est-ce qui est la cause? C'est la raréfaction des ressources halieutiques. La raréfaction des ressources halieutiques. Si le pêcheur ne peut plus voir le poisson, là où tu partais le soir, le lendemain matin, tu revenais, tu rentres avec ta pelle pleine de poissons. Si aujourd'hui, il faut aller faire des marées de 3, 4, 5 jours en mer et revenir bredouille sans poisson, alors que tu ne vis que de la pêche, alors que sur toute la longue langue de Barbarie, les 80 000 personnes ne dépendent que de l'océan. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre des pirogues, d'aller vers les îles Canaries et pour aller espérer trouver du travail en Europe. C'est la seule raison. Si aujourd'hui, la situation s'inversait après le départ des bateaux européens, si le gouvernement prend des mesures idoines pour réorganiser la pêche, pour que le poisson revienne, mais vous allez bien voir le voyage en sens inverse. Des pêcheurs qui sont en Espagne comme ouvriers agricoles ou autres, qui font d'autres métiers, vont abandonner ce qu'ils font là-bas pour retourner dans la pêche. C'est clair que c'est parce qu'il n'y a pas de poissons qu'ils sont partis. Le jour où ils entendront qu'il y a du poisson, ils vont revenir. Ça, c'est clair. Ils n'ont jamais eu besoin de qui que ce soit. Ils n'ont jamais eu besoin de tendre la main. Ils n'ont jamais même pas eu besoin. Le pêcheur saint-louisien n'a jamais eu besoin même du gouvernement.
La preuve, quand vous venez dans notre quartier, vous voyez des milliers d'enfants qui n'ont jamais été à l'école. Et pourtant qui ont grandi dans le quartier, qui ont fait les humanités dans l'école coranique. Après l'école coranique, ils ont appris le métier de leur père. Dans la période de leur père, ils sont devenus pêcheurs. Et ils vivent décemment de ce métier. Jusqu'au jour où il y a eu la concurrence déloyale. Donc, nous sommes affirmatifs. Le jour où le poisson va revenir, les enfants vont revenir, ça c'est clair.